Qu'est-ce qu'on a dit, docteur? Encore quelque chose de grave? Non, non. Ah bon? Non, je crois qu'il y a mal d'œil dans cette. Les 4 trous, ça doit être les 4 boutons de votre farci, de votre limace. Et la tache noire, votre étui à lunettes. Ouais. Allez, déloquez-vous. Là, qui est là? Non, Non, non. pas en haut, déloquez-vous en plein, qu'on recommence donc. Ça fait pas sourire, ouais. Ah ben dis donc, j'avais vu juste. Non, votre intérieur est impeccable. Vous avez un Ternam de compétition d'ailleurs. Sternum. Non, Ternam. Ternam du sternum, mais enfin de compétition. Et mon estomac? Votre estomac, bougez pas, on va s'en occuper. Mais reloquez-vous, parce que je voudrais pas que vous prisiez froid, n'est-ce pas? Dis donc, de vous à moi, là, du côté de l'asperge folâtre, comment ça fonctionne? L'asperge folâtre, il est vraiment sourd, hein. L'asperge folâtre! Je suis mort, docteur! Eh ben, raison de plus pour que papa fasse sa petite gymnastique. Alors j'ai... Oh, ben je vous jure, il fait tout en prix. Tenez-vous comme il faut. Ah ben oui, il faut qu'il fasse sa gymnastique, le papa. Moi, votre père, j'essaierai de me farcir une bonne gaillarde de 40 piges, là. Bien dodue et bien active du zibus, là, vous voyez. J'ai idée. Non, 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 j'ai idée que Scooby-Doo, il en a marre de regarder vos glaces. Oui. Vous mettez sur l'ordonnance, alors? Oui, oui, mais je vais vous la prescrire après. Hein, parce que je vais vous dire un truc à vous prescrire, votre ordonnance, cher monsieur. Parce que le régime jockey pour la boîte à ragoût, hein, et le régime chartreux pour les bijoux de famille, ça vous met 3 à la tombe. Vous croyez, docteur? Ah, ben si je crois, tiens. Alors, je vais vous prescrire, parce que vous y voulez quand même, je vais vous prescrire à partir de dès ce soir, vous allez vous taper une choucroute garnie, mémorable. Hein. Et ensuite, vous allez voir les filles. Il doit pas avoir un boxif fort bien loin d'ici, dans la contrée, non? Il y en a pas là. J'ai la belle Lucette, à 2 rues d'ici. Ah, ben vous me donnez l'adresse, hein. Enfin, utile, quoi, voilà, oui. 3 rue des Mutins. Ah ouais, 3 rue des Mutins. Ben merci d'ailleurs. J'espère qu'il y a des bons lots là, dans le tort. Hein. Voilà, ouais. Ouais. Non, mais je lis dans mon yeux là. Ne vous inquiétez pas. Mais non, mais... Mais ça va pas vous fatiguer. Mais si, à mon âge. Mais non. Mais si. Mais les yeux en reconnaissance, allons. Et vous faites, vous savez quoi? Les 3 rues des enfants mutins là. C'est là. C'est là? C'est pas loin? Ah, bah, c'est à côté. J'ouvre, je ferme le cabinet et on y va. Hein? Allez, hop, on va se remonter l'optimisme. Allez, viens bébé. Non, là, c'est pas là, c'est là la portière. Allez, voilà. Allez! Je suis un type
qui a besoin de noircir. Il n'a pas besoin d'encre, il a besoin de couvrir du papier. Et à partir du moment où on a besoin de prendre une feuille de papier blanc, hein, comme ça, on prend une feuille de papier blanc, et on est heureux que quand elle est noire, cette feuille. Hein, et à partir de ce moment-là, ça mobilise un type toute la journée. Moi, ma vie, c'est écrire, toute ma vie, tous les instants. Les moments où j'écris pas, j'écris toujours. Je continue à écrire. Quand je bouffe, quand je discute avec des potes, j'écris. Je suis toujours en transe, je suis toujours en besoin d'écriture, en manque d'écriture. Et quand je sors de cette machine, j'ai les yeux cernés comme si je venais de baiser, eh bien j'ai encore envie d'écrire. Et je regrette, je m'arrache d'ici avec un inassouvissement, si vous me permettez. J'ai travaillé comme un forcené. La copie que j'ai pu pisser, c'est quelque chose d'inimaginable. Je faisais j'écrivais des romans, j'écrivais des films, des pièces de théâtre, mais tout ça à la fois. Mais je travaillais 15 heures sur 24. Il m'est arrivé de pondre 45 pages dans la même journée. Je vous dis pas qu'elle était bonne, d'ailleurs. Enfin, je l'ai fait, il faut le faire. Olé! Bonjour, je viens récupérer la bague que j'ai commandée. Bonjour monsieur, oui, c'est à quel nom? Monsieur Frédéric Dard. Frédéric Dard? Ah, mais seriez-vous le romancier, celui qui a écrit San Antonio? Ah, en effet, c'est bien moi, oui. Eh bien monsieur Dard, je vais vous dire une chose qui va vous faire plaisir. Je ne lis que vous. Oh, quel honneur. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut me comprendre. Ici, voyez-vous, on n'a vraiment pas le goût à lire autre chose que des conneries. Il a fallu beaucoup de temps pour que j'ose dire que c'est difficile. Parce que ça paraît tellement facile que, en disant que c'est difficile, je voulais pas avoir l'air prétentieux. Je voulais pas avoir l'air de faire quelque chose, tu comprends, cette littérature pissée, comme ça. Je voulais pas avoir l'air de donner un crédit, de donner des lettres de noblesse à une chose comme ça. Or, je le dis, je l'avoue, c'est très difficile. C'est très dur. Toutes ces calembredaines, tous ces machins, il n'y a pas que ça quand même. Il n'y a pas que ça, les calembredaines, ça fait passer le reste, ça garde le ton, c'est la sauce. Mais je sais pas, il y a autre chose. Enfin, écoute, le dragon de Cracovie, je peux te l'écrire sur la toilette des chiottes tous les matins, si j'ai une rame de papier, un crayon à ma disposition, une pointe bic, je t'écris le dragon de Cracovie. C'est rien. C'est facile quand tu sais écrire. J'ai dit, mais les San Antonio, j'en chie. Ça paraît facile. Ça paraît, t'as l'impression que t'écris ça en pissant. Eh ben non. C'est pas vrai. C'est dur. C'est dur. Tout est remis en question. Chaque phrase, je la prends, je la manipule, je la distord, je la regarde. C'est une lutte. Je lutte pour écrire San Antonio. Et je peux plus m'en empêcher. C'est ça qui est beau. Et encore une fois, tout ce que je souhaite, c'est que je remercie 50 ans tu te rends compte? 50 ans d'écriture de San Antonio. Et ça continue. Puisque ce soir nous sommes entre amis, je vais vous faire une petite confidence. Je ne pouvais pas en parler lorsque j'étais encore parmi vous de mon vivant, mais maintenant. La plus grande frayeur de ma vie, je l'ai eue à bord d'un avion d'Air France, un gros Boeing 747, qui nous ramenait de Buenos Aires à Paris en janvier 1990.
Un de mes fidèles lecteurs qui faisait partie de l'équipage de conduite m'a reconnu et m'a proposé de visiter le poste de pilotage. J'ai d'abord été impressionné par tous ces boutons, ces cadrans, ces manettes, lorsque l'on m'a dit, textuellement, le commissaire San Antonio doit être capable de piloter un avion comme celui-ci. Le commandant de bord s'est levé et m'a prié de prendre sa place. Je n'ai pas voulu me dégonfler et je me suis installé aux commandes de l'avion. C'est lorsque je me suis retrouvé tenant le manche de pilotage que j'ai vraiment réalisé. Et là, j'ai eu une sensation brutale. Une énorme fierté de conduire un tel engin et une peur intense de faire une bêtise irréparable, car ils m'ont vraiment fait piloter l'avion. Je le jure. Une petite montée, une petite descente, un virage à gauche et puis à droite. J'étais heureux et terrorisé à la fois. Maintenant, de là-haut, je peux l'avouer, j'ai vraiment eu la trouille de ma vie, mais pour moi, c'est un magnifique souvenir. Je me souviens avec précision de ma seule et unique rencontre avec l'homme Frédéric. C'était un après-midi de juin 1964. J'ai pris mon gros livre sous le bras et je suis sorti. À l'époque, je travaillais à l'hôtel Mont-Blanc à Lyon. À l'angle de la rue de la République se tenait la maison de la presse, aujourd'hui remplacée par un McDo, une librairie par un McDonald's. Non, je vous jure, il y a de quoi se flinguer. Je suis entré dans la librairie, la pièce était lumineuse, grandement éclairée par de larges baies vitrées. Je ne me souviens plus très bien qui s'y trouvait. Mais lui, il était là. Je l'ai vu pour la première et unique fois de ma vie, assis derrière une petite table, le stylo à la main, il signait son livre. Magnifique. Je le trouvais très beau. Il avait 43 ans. Ainsi, c'était donc lui, l'homme qui lisait dans mes pensées, l'homme qui écrivait ce que je vivais et moi qui vivais ce qu'il écrivait, l'homme qui m'apprenait l'amour, l'amitié, la tendresse et les femmes dont j'avais si peur à l'époque. Celui qui me houspillait parfois pour me faire avancer et me faire comprendre les camps qui m'ont quitté. La vie en somme, lui, en chair et en os. Je me suis avancé timidement vers lui, en lui tendant une histoire de France. Comment t'appelles? Bien évidemment, je l'avais lu quelque temps auparavant. Comment t'appelles-tu, mon grand? Pierre, répondis-je, en pensant tout bas. Vous êtes là? Je vous croyais sur une autre planète. Longtemps, j'ai cru que ce mec qui me parlait comme ça à travers ses livres venait d'ailleurs. Pensez-vous donc. Pour moi, il était injoignable, intouchable. Parfois, il me prenait des envies de lui écrire pour le remercier et lui dire que je l'aimais,
Mais j'y renonçais puisqu'il n'était pas sur cette terre. Sans déconner. C'est ce que je ressentais à l'époque, un extraterrestre. J'étais debout face à mon idole. Que fais-tu dans la vie, Pierre? Je suis cuisinier. Bravo, c'est un beau métier. Et il a écrit sur mon histoire de France. Pour mon ami Pierre, avec la sympathie de son copain San Antonio. Son copain San Antonio. San Antonio, mon copain, mais rendez-vous compte, j'ai 22 ans à l'époque. J'avais lu dans la presse, Frédéric Dard dédicacera son livre demain à 15h. Je n'ai pas eu l'idée d'emmener avec moi un petit spécial drôliste comme le cahier d'absence ou commun, que j'avais toujours avec moi dans ma chambre. Et tant pis, cela fait 57 ans que j'ai mon histoire de France. Je contemple encore souvent cet endroit avec tendresse et nostalgie. Frédéric Dard est mort depuis 21 ans. Le lendemain du décès, jour de fermeture de mon restaurant, j'ai pris tout seul la Fiat et j'ai roulé comme un dingue en direction de l'Ariège par les petites routes départementales. J'ai hurlé, crié, sangloté toute la journée dans cette voiture. Je me demande même comment je ne me suis pas tué dans mon bolide. À un moment, je n'ai même pensé, pourvu que je ne meure pas avant lui, je ne pourrai jamais finir de lire son œuvre. Vous vous rendez compte? C'est con, c'est con! Merde! Il est mort. Il est parti, Fredo. Et un bout de moi avec. Un véritable orphelin, je suis. Je suis descendu aussi profond que j'ai pu, au creux de mon être. Et j'ai fini par comprendre que la vérité humaine, c'était de s'exprimer, coûte que coûte, tant qu'on le pouvait. La solution n'est pas le silence, puisque le silence est l'aboutissement de tout, qu'il est inéluctable. La signification d'un homme, c'est de se manifester. Plus les années passent, plus je me sens une vitalité que je n'avais jamais connue auparavant. Un besoin de parler, de dire, un besoin de crier. Le type qui se noie et qui crie « Au secours !» n'étudie pas sa diction. Il gueule « Au secours !» Je crie « Au secours !» et je le crierai jusqu'à la fin. Et quand je ne pourrai plus, il y aura peut-être encore ma main qui fera des signes. J'ai tellement bourlingué à droite, à gauche, Paris, tout ça, tu vois. Je me dis, mais où est-ce que je vais me faire planter une fois que je serai mort? Et là, j'ai dit, oh bah, il n'y a pas de problème, Saint-Chef. Et j'ai téléphoné à mon ami Gratalou, le maire.
qui est un condisciple à moi, je lui ai dit, voilà, j'en viens. Il me dit, bah, t'as été une très bonne idée. Il me dit, tu seras révéré pendant ta mort, pendant un certain temps. Et puis il m'a amené un jour, comme ça, avec le service des sépultures ou je sais pas quoi. Et j'ai choisi, j'ai dit, le plus loin possible de ce qui se fait en ce moment. J'ai dit, je vais avoir une place tout au fond du cimetière. Et alors, j'ai pris ça. Et j'ai un cousin qui a défunté peu de temps après ce choix et qui est venu me squatter, là. Il est venu s'installer à côté de moi, mais bienvenue au club. Hein. Voilà. Il n'y a personne à l'intérieur. Pour le moment, je peux m'en servir comme tabouret. Ce qui est pas mal pour méditer. Et alors, il y a une chose qui est bien, c'est que, tu vas me dire, j'en profiterai pas quand je serai là, c'est qu'on voit le Mont Blanc d'ici. Si tu montes sur ma tombe et tu regardes là-bas, tu vois le Mont Blanc. Attends, j'espère que je vais pas me casser la gueule. Sur le marbre, ça serait un comble, hein, le mec qui se tue sur sa tombe. Merci mes chers amis de m'avoir permis de passer cette merveilleuse soirée à cagnarder à vos côtés. Je vais pouvoir retourner là-haut, comblé et rassuré de constater que l'on ne m'a pas complètement oublié. Je vous aime.
Où que vous soyez, nous vous retrouverons. On clôt la soirée. Et on va boire un coup. Merci Stéphane.